Voilà. Je vais juste revenir sur l'ancien exercice drapeau France-Allemagne pour juste vous montrer en fait les résultats qu'on avait trouvés avec le filtre Cyan. Donc j'ai ta régulière. Et donc juste pour vous prouver en fait ce qu'on avait dit juste. Donc là, filtre Cyan, c'est un filtre bleu juste pour vous montrer la différence entre le filtre bleu et le filtre Cyan. Donc sur la droite de votre écran, là, vous avez un filtre bleu et à côté le filtre Cyan qui est plus clair. Donc je prends le filtre Cyan. On le passe sur le drapeau français et on avait dit donc le bleu va apparaître. Le blanc va apparaître cyan et le rouge qui n'a pas le cyan n'a pas de composante rouge à l'intérieur apparaît noir. D'accord. On fait pareil avec le drapeau de l'Allemagne. Le noir apparaît noir forcément. Le rouge apparaîtra noir et le jaune, lui, il a une composante qui est commune avec le cyan, qui est le vert, donc il apparaît vert. D'accord. Pour preuve, un filtre vert à côté. Alors c'est sûr, il y a une légère différence de teinte. Pourquoi? Parce que les filtres ne sont pas exactement parfaits, mais vous voyez que les teintes se rapprochent malgré. Vous voyez bien la différence. D'accord. Alors après, il y avait un autre exercice qui était le vin. Le deuxième spectateur a un verre gauche vert et un verre droit rouge. Type de synthèse, là ça va être de la synthèse additive puisqu'on a en rouge et vert qui sont des couleurs primaires. Quand on est avec des verres cyans, c'était plutôt la synthèse, ils appelaient plutôt la synthèse soustractive. Comme je vous l'ai dit au cours précédent, que vous disiez l'un ou l'autre avec une justification, ça marchera. Donc on va juste faire le test. Vert gauche, vert. Celui-là, le vert, ouais. Donc, le bleu avec un filtre vert doit apparaître, en théorie, noir. Le blanc va apparaître vert et le rouge va apparaître noir. D'accord? Bêtement. Donc, le drapeau français, avec un filtre vert, ce sera du noir, vert, noir. Pour le drapeau allemand, le noir apparaîtra noir, le rouge apparaîtra noir, et le jaune, qui a une composante verte à l'intérieur, laissera passer la composante verte, il apparaîtra vert. Donc, on aura du noir, noir, vert. Ça, ce sera pour le vert de gauche. Alors. Oui. Je suis en cours, là. C'est pas connecté. Là, je t'ai envoyé l'invite. Normalement, oui. Une invite qui n'est pas vue. Donc, ça va arriver. L'autre, vert droit, rouge. C'est celui-là. Donc, pas de couleur commune entre le bleu et le rouge, donc ça apparaîtra noir. Le blanc apparaîtra rouge, le rouge, bien entendu, apparaîtra rouge. Vous voyez, il n'y a pas de distinction entre les deux. Pour le drapeau allemand, le noir apparaîtra noir, le rouge apparaîtra rouge, et le jaune, qui a une composante rouge, apparaîtra rouge. Ok? Alors ça, pour le justifier, on va répondre tranquillement aux questions. Hop, je vais rallumer, et on va réviser les réponses. Alors, c'était donc l'exercice, le 19 qu'on avait fait, donc c'était pour l'exercice 20. 20 de la page 352. Donc, comme je vous l'ai dit, première question, ça, c'est pas le type de réponse que j'attends. Donc, on va pas trop insister là-dessus. Mais bon, là, ce qu'il faut simplement dire pour la question 1, c'est que la synthèse additive, c'est évident. Hein, la synthèse additive.
additive qui est mise en jeu. Pareil, je ne poserai pas ce type de questions. Ça, je vous dis de suite, parce que c'est trop piégeux. Alors ensuite, quelles est où sont là où les couleurs absorbées par le filtre vert et par le filtre rouge. Pour le 2, couleurs absorbées. Alors on commence, il demande par le filtre vert. Le filtre vert, lui, va absorber. On considère les couleurs primaires en synthèse additive comme étant rouge, vert, bleu. Donc tout ce qui n'est pas vert va être absorbé. Donc le filtre vert absorbe le rouge et le bleu. Le deuxième filtre, le filtre rouge, quant à lui, absorbe le vert et le bleu. Donc si vous avez bien le principe de la synthèse additive, le schéma de la synthèse additive, vous pouvez vraiment répondre à tout. Il n'y a aucun problème. Troisième question. Conclure en dessinant les couleurs des drapeaux vus par le spectateur par son œil gauche et par son œil droit. Donc, comme il faut simplement dessiner, on va faire l'œil gauche. Un côté. Alors, comme vous n'allez pas avoir les couleurs, drapeau français, drapeau allemand. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? L'œil gauche, c'est celui qui a quel filtre? Filtre vert. D'accord? Donc, le filtre vert, sur le bleu, il n'y a pas de couleur commune, donc il va apparaître noir. Sur le blanc est composé par les trois couleurs, rouge, vert et bleu, et donc le vert va être transmis à travers le filtre vert et les deux autres absorbés, donc on va observer du vert. Et le rouge, par contre, lui va être absorbé par le filtre, on va avoir en noir. D'accord? Ça c'est pour l'œil gauche du drapeau français. Maintenant, pour le drapeau allemand, le noir va être du noir. Après, il y a du rouge. Le rouge, c'est le noir. Et le jaune, qui est une couleur secondaire, une somme additive, donc une synthèse additive de rouge et de vert, la composante rouge va être absorbée, alors que la composante verte va pouvoir être transmise. Donc on va avoir du noir, noir et du vert. Et pour l'œil droit, qui est un filtre. Donc là, on avait un filtre vert, on a dit. L'œil droit possède un filtre rouge. On refait le drapeau. Le bleu, pas de composante rouge, donc apparaîtra noir. Le blanc contient du rouge, donc ça apparaîtra rouge. Et le rouge apparaîtra rouge. Donc le drapeau français en filtre rouge, ce sera du noir, rouge, rouge. Pour le drapeau allemand, le noir reste du noir. Le rouge reste du rouge. Et le jaune, qui est une synthèse additive de rouge et de vert, le filtre rouge va absorber la composante verte et transmettre le rouge. Donc on aura. Voilà pour cet exercice. Ok. Et ensuite, on va passer au 35. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice 20? Nickel. Alors, le 35, page 350. Désert au restaurant.
Ensuite, je les rajoute en dernière minute. Il me semblait sympa, donc je sais pas du tout de quoi il parle. J'ai simplement vu les verres et la photo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au restaurant, alors que j'ai noté, je peux effacer la partie gauche. Ça va? Allez. Alors, au restaurant, Alice et Maxime observent sur la table des verres encore vides placés devant eux. Les verres à eau sont de couleur verte. Ceux à vin sont transparents et incolores. La lumière ambiante est blanche. Pour chacun des verres, quelle est la couleur de la lumière absorbée, transmise et diffusée? Alors, pour répondre, soit vous faites un texte, soit vous faites un schéma. D'accord? Je pense que le schéma est quand même beaucoup plus clair. On va faire les deux. D'accord? Alors, schéma, comment on va appeler ça? On va mettre comme titre. Euh, absorption, transmission, diffusion. Absorption. Transmission. Et diffusion. Pour chacun des verres. Alors, ouais, en fait, ils veulent le schéma après, faire un schéma de la situation. Donc, on va plutôt décrire textuellement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Pour le verre à eau. Pour le verre à eau de couleur verte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La couleur de la lumière transmise, c'est la couleur du verre lui-même, donc c'est du vert. Et qu'est-ce qui va être absorbé? C'est sa couleur complémentaire. Soit vous dites le magenta. Moi, je préfère que vous parliez en rouge, vert, bleu. Donc, vous allez dire que c'est le rouge et le bleu. D'accord? Donc, pour le verre à eau de couleur verte, la lumière transmise est aussi diffusée, puisqu'il demande, puisque la diffusion est simplement un genre de réflexion, j'aime pas trop le terme, mais c'est exactement ce qui se passe, ça reflète les longueurs d'onde de la couleur du verre. Donc, pour le verre à eau de couleur verte, la lumière transmise et diffusée. Et le vert. Hein. Et la lumière absorbée et son complémentaire. Donc soit vous dites le complémentaire magenta, ou alors le rouge et le bleu. Les deux réponses sont totalement correctes. Donc après, ce qui vous demande justement, c'est le schéma de diffusion, de transmission et d'absorption. En deux schémas. Ah oui, j'ai oublié pour le verre transparent, il y a aussi la question pour chacun des verres. Donc pour le verre transparent, c'est facile. Pour le verre transparent, toutes les couleurs sont transmises et diffusées.
il n'y a pas d'absorption. D'accord? Alors, il n'y a pas d'absorption dans les lumières colorées. Mais il pourrait très bien avoir de l'absorption sur, par exemple, de l'ultraviolet ou de l'infrarouge. Mais ce n'est pas notre problème, puisque là, on s'intéresse vraiment aux longueurs d'onde du visible. Donc, si on fait le schéma, on va déjà faire notre verre à 20, notre verre à eau. C'est vert. Vert à eau. Donc, de couleur verte. Ce que je vous conseille de faire, c'est toujours faire les trois photos. Rouge, vert et bleu. Comme ça, ce sont les rayons incidents. Et ensuite, vous allez faire la lumière diffusée. Ça va être simplement celle-ci ici. En vert, lumière diffusée. Et la lumière transmise qui passe à travers. Alors, bien entendu, c'est parce que le verre est transparent. Lumière transmise. Et ensuite, on fait la même chose pour les verres à vin. Donc, on redessine nos rayons incidents. Et en fait, ils vont tous être diffusés et transmis. Donc, vous allez à chaque fois avoir les trois rayons, rouge, vert et bleu. D'accord? Voilà en fait les schémas qu'on peut vous demander pour la diffusion et la transmission. C'est quoi la différence entre diffuser et transmettre? Alors, transmettre, c'est que ça passe à travers l'objet. D'accord? Donc par exemple, si on... je ne sais pas si vous voyez. Là, vous avez ce qu'on appelle un filtre polarisant. Hein, on peut... Voilà, vous voyez à travers. La lumière est transmise. Maintenant, il se peut que ce filtre, en les tournant, vous voyez là. Donc là, vous voyez à travers. Encore plutôt là. Voilà. Pour certaines conditions, en tournant, ça marche. On ne voit plus rien, ça devient noir. Donc là, il n'y a plus de lumière transmise. Okay. Donc la transmission, c'est que ça arrive à passer à travers. La diffusion, c'est plutôt en fait que la lumière peut rebondir, se refléter à la surface de l'objet. Alors, ce n'est pas exactement de la réflexion. La diffusion est un cas particulier de la réflexion. C'est bon, Clémentine? N'oubliez pas de lever la main et d'entendre la question, parce que je ne suis pas toujours devant l'écran. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous demandait? De quelle couleur apparaît... Ah, voilà. Les lettres des couleurs, oui. Rouge, 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 vert, 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 bleu, bleu, bleu. Voilà. De rien. Je peux effacer à gauche? Alors, question 3. De quelle couleur apparaîtra le verre à eau d'Alice rempli d'un sirop de grenadine de couleur rouge? Ça, c'est pas mal comme question. Donc, verre rempli de grenadine. Alors, plusieurs méthodes de résolution pour cet exercice. Une méthode graphique, hein, par un schéma, vous pouvez le faire. Ou tout bêtement, vous raisonnez par textuellement. D'accord? Donc, si on a un verre qui est vert, on va faire un peu de vert, de couleur verte.
vert, vert, vert. On met de la grenadine à l'intérieur qui est rouge. Grenadine rouge. Donc on va considérer que notre œil, il est situé ici. Là, on met l'œil de l'observateur. Et il y a de la lumière blanche qui arrive sur le vert. Donc la lumière blanche, on a dit, qui est constituée par un rayonnement rouge, du vert et du bleu. Le vert en vert, on a dit qu'il ne laissait passer que les radiations vertes. Donc à l'intérieur, le vert fait passer le rayonnement vert et donc le rouge et le bleu sont bloqués. Et le rayonnement vert arrive sur la grenadine qui est rouge. Le rouge, on le voit, la grenadine, on la voit rouge. Pourquoi? Parce qu'elle laisse, elle diffuse, elle transmet uniquement les radiations rouges. Donc s'il y a du vert qui arrive dessus, ça va être absorbé. Au final, il n'y a plus de radiation qui arrive dans l'œil. Donc, de quelle couleur va apparaître le vert au final? Il va apparaître noir, puisque aucune radiation ne va passer. Donc, comment on le rédige? Le verre d'eau, le verre absorbe comment on va dire, absorbe l'eau. Le rouge et le bleu. La grenadine absorbe le vert et le bleu. Au final, toutes les couleurs primaires sont absorbées. Deux points, le vert apparaît. Voilà. D'accord? Et enfin, de quelle couleur apparaît le verre à eau de Nassim rempli d'un sirop de citron? Donc maintenant, on change. On met du sirop de citron. On va faire exactement la même chose de China. Mais cette fois-ci, sirop de citron. Donc, verre rempli de sirop de citron. Donc, pareil que tout à l'heure, on a notre verre, vert. Et on le remplit par contre de quelque chose et l'autre. On décompose notre lumière avec ces trois radiations. Le rouge, le vert et le bleu. Le vert qui est vert laisse passer, on met notre œil ici, uniquement la composante verte. Le vert continue à traverser. Le rouge et le bleu sont absorbés par le vert. Le jaune, quant à lui, qui est une somme, une addition de rouge et de vert, laisse passer les composantes rouges et les composantes vertes. Il n'y a pas de composante rouge qui arrive au niveau du sirop de citron. Il y a juste la composante verte qui va être diffusée, transmise par le sirop de citron. Donc, l'ensemble va traverser le sirop de citron et le vert. Donc au final, le vert apparaît. Un schéma comme ça, c'est une justification.
Il n'y a pas de problème. C'est bon? Alors après, on avait les 3 derniers exercices donc, qui résument un petit peu l'ensemble. 38, 39, 40. Donc c'est pour l'ensemble du chapitre. Et je suis en train de finaliser un quiz. Donc là, qui va être beaucoup plus complet, mais je veux vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, pas de coquille à l'intérieur avant de vous l'envoyer. Vous devrez le faire. Donc c'est une interrogation en fait sur tout ce chapitre. Sous forme donc de QCM, je vous donnerai exactement ce qu'il faudra, comment vous répondrez. Je n'ai pas mis plusieurs bonnes réponses par question. Il y aura une seule bonne réponse pour chaque question. D'accord? Ça c'est important. Le bug grave, c'est trop. Pourquoi Elias tu bug? Ta connexion n'est pas bonne? Une bonne connexion. Tu as un temps de latence un peu. Ah, si, parce que c'est un questionnaire à choix multiples. Tu auras plusieurs choix de réponse, il n'y en aura qu'une de bonne. Voilà. On verra. Écoutez, on va voir pour la semaine prochaine, de toute façon. Je vous donnerai les. Il faudra vraiment que vous travailliez avec une feuille de brouillon à côté pour que vous fassiez vos calculs, la calculette, etc. Et bon, il y a des pièges. D'accord? Parce que j'ai réfléchi à la façon avec laquelle vous allez réfléchir. Si vous faites une erreur de signe, la réponse pourra quand même apparaître dans le QCM. Donc, vous ne verrez pas si c'est faux. Moi, la vidéo redémarre, ouais. Ouais, ce sera un petit contrôle là-dessus. Bah, faut bien que je vous évalue un petit peu quand même. Quentin. Alors, le 38, page 357. Donc, on possède une lentille de distance focale de 15 cm. F' égale 15 cm. L'objet observé est un texte dont l'écriture a une hauteur de 2 mm. Donc, je traduis le texte, c'est notre objet, qui a une taille de 2 mm. La taille est représentée par AB, en grandeur algébrique. Cet objet est positionné à 5 cm de la lentille. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Le texte est en avant de la lentille, donc forcément la distance OA', est négative. Donc on a OA en grandeur algébrique qui est égale à moins 5 cm. Alors ce que j'aime pas trop, c'est que là tous ces données avaient un chiffre significatif. Normalement il faudrait donner au moins 2 chiffres significatifs au minimum. Et donc on va utiliser les applications. J'ai pas compris pourquoi le vert apparaît vert. Là, Quentin? Monsieur Léon? Il est plus là ou quoi? Il est là. Quentin? Oui. D'accord. Tu as la lumière blanche composée par du rouge, du vert et du bleu. La partie du vert, comme des verts, laisse passer le vert mais bloque les radiations rouge et bleu. Le jaune, qui est composé par du rouge et du vert, laisse passer le rouge et le vert. Mais comme à l'intérieur, il n'y a plus que des radiations vertes qui passent, il n'y a que les radiations vertes qui passent à travers et qui vont jusqu'à l'œil. D'où le fait que un verre vert rempli par du sirop de citron apparaîtra à l'œil vert. C'est bon? Cool.
Donc je reviens à mon exercice 38. Qu'est-ce qu'on nous dit? Trouver la position de l'image par rapport à la lentille. Donc là, question 1. Trouver la position de l'image, c'est calcul de O A'. Toujours les mêmes questions. D'après la formule de conjugaison. La formule de conjugaison. Deux points. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Le but étant d'isoler OA'. Je pense qu'on a fait assez souvent pour que vous arriviez à le faire maintenant rapidement. Là, on redémontre. Donc ça, c'est équivalent à dire que 1 sur OA' est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. On a une somme de deux fractions, on est sur le même dénominateur. Donc c'est équivalent à écrire que 1 sur OA' est égal à OA plus F' sur F' fois OA. Et ensuite, on inverse et on se retrouve avec OA' égale F' fois OA divisé par OA plus F'. Toujours la même démonstration. Façon simulant, il y a un sujet d'optique, et je pense qu'on choisira quoi qu'il arrive un sujet d'optique ici pour les E3T, parce que c'est toujours la même chose. Application numérique. OA'. Alors, on a F', 15 cm. Tout est donné en centimètres, donc je vais tous les... Ah non, il n'y a que AD qui est donné en millimètres, mais mes données F' et OA dont j'ai besoin, elles sont données en centimètres. Donc je laisse tout en centimètres, mon résultat sera en centimètres. Fois moins 2, divisé par moins 2 plus 15. Alors, calculette, ça fait du moins 30 divisé par 13. Donc ça fait du moins 2,3. Oui. Je te donne la parole. Vas-y. Ah, C'est juste pour dire que c'est 5, ouais. ouais, merci. Je viens de le voir. Merci beaucoup. Je refais. Hop. Moins 5. Allez, on calcule. Donc ça fait 15 fois moins 5 divisé par moins 7,5 cm. C'est mieux? Ok. Donc voilà le résultat de la position de l'image. Tout de suite, vous pouvez voir, avant même de lire les questions suivantes, l'image est de quelle nature? Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est virtuelle? Exactement. Virtuelle, puisqu'elle est dans le côté gauche de notre lentille. Peut-être que ce sera même la question d'après. Ben voilà. 2. Nature de l'image. Ah ben entendu, il faut le justifier. Comme OA' est négatif, l'image est virtuelle. Quand c'est comme ça que vous justifiez si une image est réelle ou virtuelle. Si OA' est positif, c'est réel. Si OA' est négatif, l'image est virtuelle. Hugo, j'en peux plus. Donc ça c'est pour la 2. Petit 3.
Donnez une caractéristique de l'image plus grande ou plus petite que l'objet, droite ou renversée. Alors, moi dans les caractéristiques, je rajoute en général que les réels virtuels. Caractéristiques de l'image. En fait, pour avoir les caractéristiques de l'image, tout ce que vous avez à faire, c'est calculer le grandissement. Formule de conjugaison, le grandissement. Formule. Utilise la formule de conjugaison, le grandissement. Formule de grandissement. Si vous dites que gamma, c'est OA' sur OA. Et à partir de la valeur que vous avez trouvée pour gamma, vous allez pouvoir en déduire la nature de l'image. Application numérique, gamma est égal. OA', on a trouvé moins 7,5. OA était égal à moins 5. 7,5 divisé par 5, et on trouve 1,5. D'accord? Donc à partir de là, deux conclusions. Gamma est positif. Comme gamma est positif, ça veut dire que l'image est droite. Alors vous pouvez dire droite ou de même sens que l'objet. E dit droite. D'accord? Maintenant, pour savoir si elle est plus grande ou plus petite, vous regardez la valeur absolue de gamma et vous la comparez par rapport à 1. C'est supérieur à 1. Donc, l'image est plus grande que l'objet. D'accord? On peut chercher A'B'. Exactement. Tu peux très bien calculer A'B' et le comparer. Tu vas trouver A'B' qui va être égal à donc 2 à 3 mm. D'accord? Donc de suite, tu vois le plus 3 mm comme c'est positif, c'est droit, et c'est plus grand que 2 mm, donc elle a été agrandie. Donc les deux solutions sont possibles. Soit vous calculez gamma et vous analysez gamma, soit vous calculez la valeur de A'B' en valeur algébrique. Et enfin, quel est le rôle de cette lentille? Comment appelle-t-on ce genre d'instrument optique? C'est le calcul. Donc c'est 4 rôles de la lentille. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Cette lentille, on résume en fait ce qu'on a trouvé. Cette lentille permet de former une image virtuelle, droite et agrandie. D'un objet réel. Donc ça correspond à quoi? C'est une loupe, exactement connu. C'est donc une loupe. C'est donc une loupe. En fait, pour le moment, c'est un des seuls instruments optiques que vous connaissez. Vous en apprendrez plus tard. Voilà pour cet exo de 38. Ça va? Après, c'est le 39. Projecteur de cinéma. Donc là, c'est des problèmes à résoudre.
le 39 et le 40. Alors, l'objectif d'un projecteur de cinéma est une lentille mince, 24 images par seconde. Quelle doit être les dimensions minimales de l'écran pour que l'image projetée ne soit pas trop petite? Ok. Alors, pour faire tout en raisonnement. Alors, comment on sait que c'est une loupe? Parce que la caractéristique d'une loupe, ben voilà, Erwan te répond, c'est le fait que l'image soit virtuelle. Une image virtuelle est agrandie par rapport à l'objet et droite. Puisque quand tu utilises une loupe, toi tu approches ton texte, ta loupe de ton texte, et tu vois bien en fait une image qui va être agrandie et qui est dans le même sens d'origine que le texte. Donc ça te permet simplement d'agrandir l'image. L'image est virtuelle, mais cette image virtuelle, elle sert d'objet virtuel pour ton œil. Hugo, je vais t'éjecter de la salle, tu vas voir. De rien. Hugo, quand il revient, il tape 4 heures de colle. Direct. Ok pour celui-là. Donc, exercice 39. Page 350. Alors, donc là, on n'a qu'une question. Et on a des données. On a une distance focale de 10 cm. La distance entre la lentille et la bande de film à 10,1 cm. Les dimensions de votre image à 24 mm en hauteur et 36 mm en largeur. Et la salle a une longueur de 12 mètres. Donc en fait, on va considérer que l'écran de projection est situé à 12 mètres. Et ce qu'on veut, c'est savoir quelle est la taille de l'écran qui va être nécessaire pour pouvoir mettre une image en entier. En fait, il faut réfléchir à quoi? Vous avez votre pellicule qui a une certaine dimension. La dimension d'une image d'un film, on vous la donne, elle fait 24 mm en hauteur et 36 mm en largeur. Donc en fait, ces 24 mm, ils doivent rentrer entièrement sur la hauteur de votre écran qui est à une distance de 12 mètres. Et pareil pour la largeur. Okay. Donc, il faut simplement voir de combien on doit agrandir, de combien va être agrandie notre image, notre objet pour donner notre image, et on va appliquer ce facteur. On va voir 24 mm au maximum et 36 mm au maximum en largeur. Quelle est la dimension maximale que ça va donner pour notre image? Est-ce que c'est clair? Alors, comment on va la rédiger? Donc voilà, il faut vraiment penser à comment on rédige l'exercice. Donc ce dont on a besoin, en fait, c'est surtout le grandissement. De savoir quel va être le facteur de grandissement. Donc on peut rédiger un texte. On veut connaître le facteur de grandissement afin qu'une image de la pellicule dans l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On sait que gamma, c'est OA' sur OA. Et on connaît OA' et OA. OA', justement, c'est la distance à laquelle se situe votre écran. Donc, OA',
Ça va être, il disait 12 mètres. Et OA, c'est la distance entre votre lentilles et votre pellicule, là où le film passe. La pellicule, elle est à 10,1 cm. Il faut mettre en moins, d'accord, parce que on est de part et d'autre de la lentille. Le piège, c'est qu'il ne faut pas oublier de convertir dans la même unité. Alors, soit vous mettez tout en mètres, soit vous mettez tout en centimètres. Ça, c'est vous qui voyez. En général, je mets tout en mètres. Ça fait 12 sur moins 10,1, 10 moins 2. Et on calcule. 12, divisé par 1. Et je trouve un facteur de 119. D'accord, moins 119. Alors ce moins déjà, ça vous indique que l'image elle est inversée par rapport à l'objet. C'est pour ça en fait que lorsqu'on passe un film de pellicule, le film, la pellicule elle est insérée à l'envers dans le lecteur. Parce que comme ça, on va avoir une image qui est à l'endroit. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, ils tiennent, qu'elle rentre dans les dimensions des trous. Et bien on n'a plus qu'à multiplier. On va avoir la hauteur de l'écran. Hauteur minimale de l'écran. Alors, ça va être gamma, donc moins 119, multiplié par 24, qui est en millimètres, donc le résultat va être en millimètres. Donc 119 fois 24, ça nous fait 2856. Donc il faut au moins que l'écran fasse 2,9 mètres de hauteur. Et ensuite, il faut la largeur. Largeur minimale de l'écran. Bon, c'est pareil, moins 119, multiplié par 36 mm. On trouve 4284 mm, donc au moins 4,3 mètres. Pour que votre image soit totalement projetée sur votre écran. C'est pas moins 2,9. Pourquoi moins 2,9? Alors, oui, on s'en fout. Il a raison, Loïc. D'accord. Si tu mets moins 2,9 mètres, je voudrais un écran de moins 2,9 mètres de hauteur. Ça se regarder un peu bizarrement. Simplement une hauteur. D'accord. C'est la dimension de ton écran. Oui, alors, en toute objectivité, oui, du point de vue mathématique. Maintenant, n'oubliez pas, la physique, c'est des choses qui sont appliquées. Donc là, vous avez une valeur. On en tac, moins et moins. Vous laissez le moins ici pour que ce soit mathématiquement juste. Oula, j'ai une connexion qui bug. Attendez, je remets ça. Là, ça va, mais ma connexion a bugué. C'est mieux? Ouais. C'est l'heure en fait. 14 h. En fait, c'est mieux d'avoir pour le matin. Normalement, là, ça va être mieux. Ok. Donc, je disais, en toute objectivité, mathématiquement, vous mettez le signe moins, c'est sûr, mais après, pour la conclusion physique, vous dites que l'écran doit faire au minimum 2,9 mètres de haut et 4,3 mètres de large. D'accord? N'oubliez pas, la physique, c'est des choses qui sont appliquées, donc il y a un but d'application par la suite. C'est bon pour cet exo?
Et il nous en reste un. Et on aura fini le chapitre. Qui est le voleur? Le 40, page 350. Et comme ça, après, on commence un nouveau chapitre. Alors, sur la bande de vidéosurveillance d'un magasin qui s'est fait dévaliser la veille, de nuit, on voit le trottoir de la rue. Il est éclairé par l'antenne lumineuse du magasin qui est de couleur jaune. Le voleur arrive, apparaît sur la vidéo avec un bonnet noir, un pull noir et un pantalon jaune. 3 suspects ont été arrêtés. Les enquêteurs pensent que le coupable est le suspect 1, mais ont un doute car son alibi est très solide. Aidez les enquêteurs en trouvant le véritable coupable et en expliquant pourquoi ils sont trompés, justifiés à l'aide d'un schéma. Alors, ça refrise, hein? Ah, ça va être dur. Dès que ça bug, lancez une petite main, je vous entends. Vive les conduits. Voilà, même moi, ça a frisé. Alors, si ça bug, je me déconnecte et je reviens, parce que ma cam est en noir. Donc là, j'ai enlevé la caméra. C'est normal. Vous avez le son encore? Ok, donc tant que le son est là, c'est déjà pas mal. Je relance la cam, ça me parle. Génial. Quentin, toi aussi tu vas prendre 4 heures quand tu rentres. Je ne sais pas du tout quel est l'opérateur du lycée. C'est quoi ta question, Quentin? Moi ou quoi? On lui a déjà expliqué. Parce que c'est une longueur, donc tu vas pas commander un écran de projection de cinéma de moins 4,3 mètres, ça veut rien dire. Merci Clémentine, merci Erwan. Soyez logique et cohérent quand vous répondez aux questions. Le moins est simplement là pour dire que l'image est inversée par rapport à ton objet. Allez. Alors, le dernier exercice, c'est un exercice sur les couleurs. Et après, on attaque la quantité. Alors, comment on va raisonner ça? Aider les enquêteurs en trouvant le véritable coupable en expliquant pourquoi ils se sont trompés, justifiés à l'aide d'un schéma. Donc, le voleur apparaît. Ouais. L'antenne lumineuse du magasin est jaune. Donc en fait, la lumière qui est mise, c'est du jaune. Ça déjà, on commence là-dessus. La lumière émise est jaune. C'est-à-dire qu'elle n'émet que des couleurs, que des radiations rouges et vertes. Première chose. L'émission de rouge et de vert. Il n'y a pas de composante bleue sur la source lumineuse. Le voleur arrive, il apparaît sur la vidéo avec un bonnet noir, un pull noir et un pantalon jaune. Donc on va analyser le bonnet. Bonnet
apparaît noir. Si le bonnet apparaît noir, ça veut dire qu'il absorbe toutes les radiations qui sont émises par la lumière, c'est-à-dire le rouge et le vert. En conséquence, il absorbe le rouge et le vert. Donc, par contre, peut-être qu'il est bleu. Mais on ne sait pas, puisque la lumière émise, elle est jaune. Ça, c'est la première chose. Donc, soit le bonnet est noir, soit le bonnet est bleu. Est-ce qu'on a sur les suspects? Donc, conséquence, le bonnet est soit noir, et noir ou bleu. Ça, c'est l'analyse pour le bonnet. Pour le pull, bah pareil. Pull, pareil que bonnet. Donc, le pull est noir ou bleu. Et il nous reste le pantalon qui est jaune. Le pantalon apparaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est que toute la lumière, le rouge et le vert, est diffusée par le pantalon. Il diffuse le rouge et le vert. Forcément. Donc, le pantalon est forcément de plusieurs couleurs. Soit il est jaune, mais s'il était éclairé en lumière blanche, il pourrait également, comme il diffuse le rouge et le vert, peut-être qu'il diffuse le bleu également. Donc, il pourrait être blanc. Donc, le pull, le pantalon est jaune ou blanc. Et maintenant, on n'a plus qu'à regarder par rapport au suspect. Le suspect numéro 1, il a un bonnet noir, un pull noir, un pantalon jaune. Lui, ça peut coller. Le suspect 2 a un bonnet noir, un pull bleu. Est-ce que ça peut marcher? Oui. Et un pantalon blanc. Ça peut fonctionner aussi. Et le suspect 3, il a un bonnet bleu. Ça peut fonctionner. Un pull noir, ça peut fonctionner. Et un pantalon vert. Alors, est-ce que le pantalon pourra apparaître vert? Réfléchissons. Non, parce que sinon, la composante au rouge n'aurait pas été diffusée. Donc le suspect numéro 3, quand il arrive, ne peut pas être coupable. Et on peut avoir un doute entre le suspect 1 et le suspect 2. D'accord? Par conclusion, suspect 1 et 2 sont des possibles coupables. Suspect 3, innocent. Pourquoi? Parce que justement, son pantalon est vert et il n'aurait pas pu apparaître jaune. D'accord? C'est un pantalon vert ne peut apparaître jaune. Ne peut pas apparaître jaune à l'écran. D'où le fait que peut-être que la police s'est trompée, puisqu'il y a deux suspects, et c'est pas forcément le numéro 1 qui était coupable. Voilà une petite analyse qui était très sympathique à faire. Du coup, on a des faits qui baillent, etc.
Ah, hé, vous me gonflez là. Vous avez dit, je vais aller. Pour ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions d'ensemble pour ce chapitre? Sur les lentilles et la couleur des zones. Il y a intérêt à super maîtriser ça. En E3C, je pense que je proposerai plutôt, on a donc la banque des sujets là qui est tombée, on va regarder un petit peu tout ça dès qu'on sera déconfiné, et on va balancer un sujet de 3C, je pense qu'on mettra de l'optique dedans, en fonction aussi de ce que les autres ont fait, mais un chapitre qui est assez facile. J'ai pas trop compris pourquoi le suspect 3 est innocent. Le suspect 3, son pantalon, il est vert, d'accord? Si tu éclaires du vert en lumière jaune, il doit apparaître vert, forcément, et non pas jaune. Comme il apparaît jaune, ça ne peut pas être une coupable. C'est bon? Ok, donc nous allons aborder un nouveau chapitre. Alors, j'ai pas fait le chapitre 1. Est-ce que c'était le chapitre 1 que j'avais appelé ça l'anticonvergence et couleur des objets pour la thématique? Oui. Ok. Donc, chapitre 2. Et on est parti. Donc, toujours dans notre thématique, on dessine. On passe au chapitre 2. Intitulé La dualité de la lumière puisque la lumière est à la fois une onde et un corpuscule. Alors, on va définir ces deux termes. D'accord. Donc, comment je vais aborder ce chapitre? On va le faire en trois parties distinctes. Premièrement, on va regarder comment est-ce qu'on décrit la lumière en tant qu'onde électromagnétique. Donc, normalement, en seconde, vous avez vu ça, il y a deux types d'ondes. Les ondes mécaniques, comme le son, comme les ondes qui se propagent à la surface de l'eau, les vagues. Donc elles ont besoin d'un support matériel pour se propager. Pour le son, par exemple, c'est l'air. Et ensuite, il y a les ondes électromagnétiques qui, elles, n'ont pas besoin de support matériel pour pouvoir se propager. Elles peuvent se propager dans le vide. La lumière est une onde électromagnétique. Et donc, on va voir déjà cette première description de la lumière par onde électromagnétique. Et la deuxième description, c'est la description du point de vue corpusculaire, comme étant de la matière en elle-même, qu'on appelle des photons. Et on verra que ces photons, ils sont particuliers. C'est des particules de matière, mais qui n'ont pas de masse. Alors c'est un peu difficile à conceptualiser. Imaginez que des particules existent, mais qu'elles ne sont pas massiques. Alors, il faut penser un peu à Einstein, comme par sa relation que je pense que vous connaissez, que l'énergie est égale à masse fois la célérité de la lumière au carré, E égale mc2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'à partir du moment où vous avez de la masse, vous avez de l'énergie. Et de l'énergie, vous avez de la masse. Donc, rien n'empêche de dire que de l'énergie pure peut se propager. Et de cette énergie, on peut engendrer de la masse. Donc, on va considérer ces nouvelles particules, cet aspect corpusculaire de la lumière, comme des petites particules qu'on va appeler des photons et qui n'ont pas de masse. Là, je vais y revenir. Donc, des corpuscules. Oh, qui c'est qui a encore Marelle? Corpuscule. Va mieux? Ok.
Donc, on va commencer enfin par le modèle ondulatoire de la lumière. Un modèle ondulatoire de la lumière. Et on va commencer par décrire les ondes électromagnétiques, qui normalement c'est un rappel de secondes. Petit 1. Les ondes électromagnétiques. Alors, plutôt que de réécrire à chaque fois ondes électromagnétiques, je mettrai la l'abréviation O, E, M, ondes électromagnétiques. D'accord? On va définir ce qu'est une onde électromagnétique. Une OM, une onde électromagnétique, à la propagation d'une perturbation électromagnétique, à la propagation d'une perturbation électromagnétique, de l'espace-temps. Alors, déjà, on va revoir ce concept d'onde afin que vous compreniez mieux la définition de l'onde électromagnétique. Une onde, à la base, qu'est-ce que c'est? Si on lance un caillou à la surface de l'eau, qu'est-ce qu'on observe? Des ondes qui se forment. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un plan d'eau qui était calme, et on a perturbé ce plan d'eau à un endroit donné. Et cette perturbation a été déplacée de proche en proche. Elle s'est propagée, justement, le long du plan d'eau. Donc, une onde, qu'est-ce que c'est au final? C'est la propagation d'une perturbation. Pour le plan d'eau, c'est la perturbation de la hauteur de notre niveau d'eau, en fait. Ça va être perturbé et l'onde propage, et à chaque fois, la hauteur va être modifiée en fonction de est-ce que l'onde est présente ou pas. Pour une onde électromagnétique, ce qui est perturbé, c'est le champ électromagnétique, puisque notre espace autour de nous, on baigne constamment dans une grandeur qu'on appelle le champ électromagnétique. On a vu ce que c'était un champ magnétique, un champ électrique, etc. Et autour de nous, on est toujours baigné dans un champ électromagnétique. Et donc, on peut perturber par différents processus ce champ électromagnétique. La lumière, justement, qu'est-ce que c'est? C'est une perturbation du champ électromagnétique qui nous entoure. Et donc, en perturbant ce champ électromagnétique, on arrive à avoir des objets. C'est comme quand on entend. Le son, c'est une perturbation de quoi? De la pression de l'air à un endroit donné dans l'espace. Et donc, l'onde sonore se propage, elle perturbe les molécules d'air en les faisant vibrer à une certaine fréquence, jusqu'à ce que ça arrive à nos oreilles et on entende le son. Là, c'est la même chose pour la lumière, sauf que c'est le champ électromagnétique qui est perturbé dans notre espace, et cette perturbation atteint notre œil, et notre œil détecte la perturbation du champ électromagnétique de façon à ce qu'on ait une vision. D'accord? Est-ce que c'est à peu près clair, cette notion d'onde? On va aller plus loin. Un petit OK, un petit OK. C'est une notion qui est complexe. La physique des ondes, c'est un très gros domaine de la physique, de grosses équations. Et en fait, au lycée, on l'aborde petit à petit, et on monte en difficulté. Alors c'est vrai que maintenant, dans le nouveau point de seconde, on insiste un peu plus là-dessus. Donc je reprends les bases de seconde, et vous allez voir que l'an prochain, il y aura encore de la physique ondulatoire, on va aller à un niveau un peu plus poussé, du
point de vue mathématique. Alors, ce qui est important, c'est de savoir à quelle vitesse se déplace une onde électromagnétique. Et dans le vide, elle se déplace à la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et ça, j'insiste, c'est dans le vide. Donc, ces ondes, elles se propagent à la célérité. Vous pouvez me dire la vitesse, je préfère le terme célérité. À la célérité C de la lumière. Et c'est dans le vide. J'insiste du fait que ce soit dans le vide. Parce que la lumière, lorsqu'elle rencontre un milieu matériel, elle va être ralentie. Donc elle ne se déplacera pas à C. Et est environ égal 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. D'accord? Donc l'eau, elle va aller plus lentement. Donc dans les milieux matériels, la lumière, l'onde électromagnétique se propage plus doucement. Alors, comme c'est une onde, on va pouvoir les classer selon leur fréquence. Vous avez vu en seconde qu'une onde sonore, elle est audible si elle est comprise entre 20 Hz et 20 kHz, 20 000 Hz. Vous avez vu aussi, normalement en seconde, lorsque vous avez fait les spectres de Ray, que la lumière se décompose en plusieurs couleurs. C'est ce qu'on a vu. La lumière blanche peut se décomposer de toutes les couleurs de 400 nanomètres à 800 nanomètres, c'est-à-dire on définit leur longueur d'onde. On pourrait très bien définir une fréquence, d'accord, de lumière. Chaque couleur possède une certaine fréquence. Donc en fait, on classe toutes ces ondes électromagnétiques, on les classe selon leur fréquence. Et la fréquence, on va la noter la lettre grecque nu. En seconde, on va noter F. Alors, on va plutôt utiliser la lettre F pour des ondes mécaniques et la fréquence pour des ondes électromagnétiques, on va la noter nu. D'accord? Et ensuite, soit on peut la décomposer selon la fréquence, ou alors, ou selon leur longueur d'onde. Et la longueur d'onde, on utilise la lettre grecque lambda. Fréquence nu, longueur d'onde lambda. La fréquence s'exprime en Hertz, la longueur d'onde s'exprime en mètres. Mais ça, on va le voir juste après. Alors, si vous avez votre tablette accessible et le bouquin, vous avez dans le document 3 de la page 366 les différentes catégories. Le document 3, page 366. Alors, je vais essayer de vous l'afficher. Déjà, on va allumer l'écran. Hop. Et tu dois pouvoir le trouver. Ça, c'est bon. Donc, on met ça après. Tout le temps. Présence. Alors, qu'on retrouve là, je peux sortir du stream. Page 360.
Ah, donc, comme vous voyez, en fait, la lumière visible, elle peut être caractérisée par des longueurs d'onde. On a dit que dans peut-être 100 nanomètres et 800 nanomètres. Et en fait, tout ce qui est en plus grande longueur d'onde, il y a les ultraviolets, et que vous avez vu en seconde, puisqu'en dessous, c'est les infrarouges. Mais en fait, il y a beaucoup plus de longueur d'onde possible. Plus la longueur d'onde est courte, d'ailleurs là, il est placé dans un sens que je n'aime pas trop. Là, on va dans les courtes longueurs d'onde. Attention. Là, c'est mal orienté. Il faut l'orienter dans l'autre sens. Donc, dans les courtes longueurs d'onde, c'est plutôt le graphique. En fait, oui, il est super court, en fait, ce graphique. Il faut inverser le spectre. On verra ça après. Mais simplement pour vous dire qu'on a classé en fonction des longueurs d'onde et des fréquences les ondes électromagnétiques. On peut trouver les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, le spectre visible, donc pour lequel nos yeux sont sensibles, les ultraviolets, les rayons X qui sont classés en deux catégories, les rayons X durs et les rayons X, et les rayons gamma, qui sont des rayons fortement énergétiques. Et justement, le but de ce chapitre, c'est de relier l'énergie à la longueur d'onde de la fréquence d'un rayonnement. C'est ça qu'on va apprendre là. Ça donne le coup, c'est la connexion, par contre, c'est mon j'ai mis du rouge. Je vais rallumer la lumière, normalement ça va augmenter la voltage. Voilà pour ce graphique. Je rallume la lumière. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que simplement, on a classé les différents rayonnements en fonction de leur domaine d'application. Par exemple, les téléphones portables, les ondes radio, AM, FM, tout ce qui est médical, on l'a plutôt dans les rayons X et rayons gamma, les infrarouges pour faire de la thermographie. Bref, il y a des champs d'application qui sont énormes. Ça va être le but. Essayer de comprendre quels sont les différents champs d'application et comment est-ce qu'on les utilise. Alors, ça c'était simplement pour définir les ondes électromagnétiques. Donc on caractérise une onde électromagnétique soit par sa longueur d'onde, soit par sa fréquence. Maintenant, il existe un lien entre les deux, ce qu'on appelle la relation fréquence-longueur d'onde. Donc cette relation, il va falloir la connaître. Petit 2, relation fréquence longueur d'onde. Donc, relation à connaître impérativement par cœur, c'est le lien qui existe entre la longueur d'onde, lambda, et la fréquence. Ces deux grandeurs sont inversement proportionnelles, et le facteur de proportionnalité, c'est la célérité de la lumière. Donc, lambda est égal à C divisé par nu. Lambda, je rappelle, longueur d'onde, qui s'exprime en mètres. Symbole M, puisque c'est une longueur. Nu, fréquence. Et l'unité de la fréquence, c'est le R. H. Alors, si vous vous souvenez de vos cours de seconde, c'est que la fréquence, c'est l'inverse de la période. On pourrait très bien définir également une onde électromagnétique par sa période. La période étant la durée nécessaire pour qu'un phénomène se reproduise dans ce cas-là. Alors, en fait, le R, c'est pareil que des secondes moins 1. C'est l'inverse d'un temps. Et enfin, c'est la célérité de la lumière, célérité
de la lumière dans le vide, j'insiste, et C est à peu près égal à 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Il n'a pas répondu à ma question. Pourquoi le rouge se retrouve à côté? Oui, alors Arwan, il y avait une erreur sur le graphique justement. Il y a un problème dans le graphique. Vraiment, c'est inversé. C'est bon? Pas de choix. Ok. Donc voilà en fait l'expression de la relation de fréquence longueur d'onde que vous devez connaître impérativement. Et donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, et on finira là-dessus, et on va voir en fait les activités qui sont possibles à faire sur le bouquin. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, et ça m'embête un petit peu, tant que j'ai pas fait le reste. Donc, ça ne fera pas. Je pense pas proposer une heure. Je pourrais commencer à vous donner celui-là pour les photos. On va voir. Je vais réfléchir là. Nu. N-U. Mus. Alors, c'est un peu sur les lettres. Ça, c'est nu. Ça, c'est nu. Ok. Ouais, c'est du grec. Le signe de la fréquence, donc, le nu. N-U. Comme tout nu. Comme ça, tu t'en souviendras. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux effacer? On va commencer à voir le modèle corpusculaire. Voilà tout ce que vous avez besoin de connaître, en fait. Le plus important, c'est la relation fréquence-longueur d'onde qui décrit justement le véritable lien qui existe entre la lumière et sa nature ondulatoire. Puisque c'est une onde, elle peut être caractérisée par une fréquence ou par une longueur d'onde, puisqu'elle se déplace à une célérité. Donc cette formule caractérise le fait que la lumière est une onde. Et maintenant, on va voir le deuxième aspect, le côté corpusculaire, que la lumière peut être considérée comme une particule. Donc ça va être grand 2. Modèle corpusculaire de la lumière. 2. Modèle corpusculaire de la lumière. C'est bon, c'est bien écrit pour Quentin? C'est bizarre en vacancien, on n'était pas de cette manière. Bah écoute, moi j'ai toujours été comme ça. J'ai pas fait de grec. Bien, monsieur Marais. Alors, avant d'aborder le modèle corpusculaire de la lumière, je vais aborder une notion que l'on appelle le quantum d'énergie. Donc petit 1, quantum d'énergie. Ce serait pas mal. Ouais, on fera ça. J'ai trouvé quelque chose à vous faire.
Alors, le quantum d'énergie, il a été énoncé tout simplement par le fait que la lumière ne peut échanger avec la matière que des multiples entiers d'une quantité élémentaire d'énergie. Quantité élémentaire d'énergie, c'est ce qu'on appelle un quantum d'énergie. Donc, la lumière est toujours en interaction avec la matière. Preuve, pourquoi est-ce que l'on voit des objets colorés? Tout simplement parce que la lumière a été absorbée, diffusée ou transmise par la matière. Il y a donc bien une interaction entre la matière et la lumière. Et donc cette interaction, elle se traduit justement par des échanges énergétiques. Le but, ça va être de comprendre quelles sont les conditions requises sur les particules de lumière pour qu'elles puissent interagir avec des particules de matière. Donc, d'où le fait qu'on a été obligé de définir ce modèle corpusculaire pour dire, pour qu'il y ait une interaction entre la matière et de la lumière, on doit bien essayer de considérer la lumière comme des petites particules. Et ces particules, ça va être des porteurs d'informations de la lumière. Donc ils vont porter l'information de l'onde lumineuse sous forme de particules, ce qu'on appelle des photons. D'accord? Donc, le quantum d'énergie, c'est déjà ici, derrière. La lumière ne peut échanger avec la matière. La lumière ne peut échanger avec la matière que des multiples entiers. Des multiples entiers d'une quantité élémentaire d'énergie. D'une quantité élémentaire d'énergie, appelée quantum d'énergie, et qu'on note tout bêtement E. Et donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est comment est-ce qu'on relie ce quantum d'énergie à la fréquence de la longueur d'onde. C'est ce qu'on va voir par la suite. C'est grâce à l'intermédiaire d'une particule qu'on appelle le photon. Le photon transporte l'information ondulatoire sous forme particulaire. Au 2, un quantum d'énergie lumière, Marel, il a décidé. Je peux passer à gauche. Et après, on va découvrir quelque chose. On finit juste cette partie du cours et je vais vous lancer sur une activité qui permettra justement de continuer le cours la prochaine fois. Donc, en petit 2, le photon. Photon. Donc, une OM, une onde électromagnétique, au final, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de photons qui vont chacun transporter une énergie particulière. Donc, une OM de fréquence nu ou de longueur d'onde dans le vide
lambda. Et un ensemble de photons, donc ce sont des particules de lumière, j'aime pas trop les particules, mais on va être obligé de le définir de cette sorte au niveau de première spécialité. Et on verra que cette définition elle est un peu fausse par la suite. Mais ça permet au moins de conceptualiser les choses. On peut voir la lumière sous forme d'onde, et cette onde est transportée par des particules de lumière qu'on appelle des photons. D'accord? Erwan, je te donne la parole. Tu peux brancher ton micro. Erwan. Vous avez de connexion ou quoi? Vous m'entendez? Alors, mets plus fort ton micro. Moi, je m'entends augmenter le son. Attends. Je peux pas augmenter mon volume. Vas-y, parle fort. Allô? Alors, tu peux augmenter le volume de ton micro. Tu cliques sur le micro, flèche. Oui. Le volume de ton micro. Tu cliques sur le micro, flèche. Et vous m'entendez ou pas là? C'est bon? Allô? Oui, il y a du décalage. Ah, c'est bon là? Oui, il y a du décalage. Ok. Du coup, c'était longueur d'onde dans le vide. Est-ce que la longueur d'onde elle peut changer dans un objet ou pas? Ou dans... Alors, oui, la longueur. Alors, je coupe le micro, sinon il y a le retour. Donc, oui, la longueur d'onde dépend du milieu. En fonction du milieu dans lequel tu es, tu ne vas pas avoir la longueur d'onde. Elle va dépendre de l'indice de réfraction du milieu. Donc ça, vous notez pas. C'est que si on note lambda 0, la longueur d'onde dans le vide, la longueur d'onde dans un milieu, c'est lambda 0 divisé par l'indice de réfraction du milieu. La fréquence, elle, reste toujours la même, mais par contre, la longueur d'onde dépend du milieu. Ça, c'est des choses que vous développerez un peu plus tard. Mais si vous l'avez en tête, c'est pas mal. C'est pour ça que je précise à chaque fois dans mes formules la longueur d'onde dans le vide. C'est bon, Erwan? Notez. Ouais, ça va pas fait cracher. Miracle, ça commence à tenir la connexion. C'est pas fini, c'est sûr. Donc, une onde électromagnétique de fréquence nu ou de longueur d'onde dans le vide lambda, c'est un ensemble de photons transportant chacun l'énergie, le quantum d'énergie. Et justement, la relation qui lie les deux, c'est que E est égal à H, qui est une constante de proportionnalité, fois nu. Et comme nu, c'est C sur lambda, on peut aussi dire que c'est H, C divisé par lambda. Voilà la deuxième relation essentielle, et je vais vous décrire ce H. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Alors, que je le retrouve, je ne vais pas noter moi. Ce qu'on va noter à côté. Alors, on n'a pas fait le chapitre encore sur l'énergie mécanique. Donc, j'ai préféré aborder d'abord l'énergie quantique. Parce que je préfère ça tout bêtement. C'est plus simple. Donc, l'énergie. E, c'est l'énergie. L'énergie, elle s'exprime d'habitude en joules. De symbole J. Nu
fréquence en R, lambda, longueur d'onde en mètres, et célérité de la lumière, 3 puissance 8 mètres par seconde. Il y a cette nouvelle variable, cette nouvelle constante, qui est justement ce H, qui justement caractérise le fait que l'énergie des photons, elle peut se faire que de façon, que par paquet, si vous voulez. Elle ne peut prendre que certaines valeurs qui sont en fonction de cette constante H. H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Alors, j'avais un super CP à vous faire, mais là, malheureusement, on ne peut pas le faire chez vous d'une façon de simulation. C'est justement une méthode qui nous permettait de mesurer la constante de Planck. Beaucoup d'expériences, d'électricité, de quantique, d'énergie, ça fait appel à beaucoup de notions. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire. Si on a le temps, là, on fera plus de TP, on verra. Donc cette constante de Planck, elle a une valeur. C'est du 6, c'est ça, 6,63, 10 moins 34 joules fois seconde. C'est un peu logique, puisque c'est H, c'est une énergie divisée par une fréquence, énergie en joules, divisée par une fréquence des secondes moins 1, donc sur des secondes moins 1, c'est des secondes. Donc 6,63, 10 moins 34 joules seconde, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Je viens de la connaître par cœur, vous la redonnerez, quoi qu'il arrive, à chaque fois. C'est une constante de proportionnalité. C'est pas le truc dans Stranger. Oui, en effet. Ou dans Stranger Things, H n'est pas constant et ça fout tout le bordel. Mais si pour le moment, d'après la physique, H est une constante, tout comme G, comme la constante de gravitation universelle, etc., etc. Comme la célérité de la lumière. Alors, le truc, c'est que l'énergie en joules, on l'utilise plutôt pour des grandeurs macroscopiques. L'énergie d'une voiture, une balle de tennis, la chute d'un objet, etc. C'est des grandeurs qui s'expriment plutôt en joules. Là, on parle de photons. Des choses qui n'ont pas de masse, qui sont tout petits, qu'on ne voit pas. Et donc ces énergies, en fait, elles sont très faibles. Et donc, on va avoir des 10 puissance moins quelque chose à chaque fois pour calculer. Donc, comme on avait fait pour les moles, on va utiliser un nouveau type d'énergie, l'électronvolt. Donc ça, c'est une note. On utilise, en général, on exprime, en général, E en électronvolt. EV. Alors, en sachant que 1 électronvolt est égal à 1,60 10 moins 19. Pareil, conversion poularde, vous n'avez pas besoin de la connaître. Et en fait, comme on va plutôt être dans l'ordre de 10 moins 19 à chaque fois, joules, on va dire qu'on a 1 électronvolt, 2 électronvolts. C'est beaucoup plus simple pour les calculs. Ça, c'est juste un facteur d'échelle. Nota bene, Nel. Diga. Je ne sais pas si ça parle d'espace-temps quantum qui est d'ici 10-34, super. Pourquoi être perdu? Oui, c'est du latin, c'est pas d'italien. Tout prof de français te tuerait. On peut plus, nous. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, partie court. Okay.
Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la définition du monde électromagnétique, que la lumière peut être caractérisée par le monde électromagnétique, longueur d'onde, fréquence. Le lien entre la longueur d'onde et la fréquence, que la longueur d'onde c'est C divisé par la fréquence. On a vu que du point de vue corpusculaire, on pouvait décrire la lumière par des photons qui transportent une énergie qui est proportionnelle à la fréquence. E est égal à H fois I. Voilà ce que je vous demande de connaître. Et après, on va commencer à faire des calculs avec tout ça. Et pour vous entraîner, c'est comme ça. Il y a une activité qui me semble pas mal. Alors, on va vous la présenter. Je pense que vous pouvez la faire directement avec votre tablette ou votre ordinateur. L'activité 3, page 364. 3, page 364. Alors, je vais l'afficher et puis on va regarder en fait si on a bien accès bien, etc. Non, cette partie n'est pas dans le QCM du tout, c'est ça. Le QCM, c'est sur l'ancien chapitre, sur les lentilles et la couleur. C'est tout. Ça fait déjà beaucoup de choses. Alors, comment je sors de ce truc là. Ok, et j'ai dit activité. Donc à chaque atome, son spectre d'émission. Donc, normalement, le matériel dont vous avez besoin, c'est des lampes spectrales, lampes à réacteur de mercure, des lampes à incandescence, etc., etc. Et un spectroscope portatif. Sauf que vous n'en avez pas. Mais j'ai vu qu'il y avait un simulateur de spectre d'émission à l'intérieur. Donc on va cliquer là-dessus. Et là, vous devez avoir accès. Alors, je suis un peu petit, on va le faire aussi. Ah. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça en fait qu'on arrive à créer des spectres de Rayleigh. Donc, normalement, vous avez vu les spectres de Rayleigh l'an dernier en seconde. Et le chapitre qu'on est en train de faire, justement, va vous permettre de comprendre l'origine physique de ces spectres. Donc, qu'est-ce qu'on a par exemple pour le premier? Si j'allume par mettre une lampe à vapeur d'oxygène. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est mieux ou pas? Voilà. Donc, j'ai une lampe que je remplis à basse pression d'un gaz, ici de l'oxygène. Et je fais traverser cette lampe à travers une fente, une lentille et un réseau. Ça pourrait très bien être un prisme. Le but, c'est que ce soit un matériau dispersif, c'est-à-dire qui sépare les longueurs d'onde de la lumière. Et donc, ce que l'on obtient, ce sont des raies bien précises, caractérisées par des longueurs d'onde. D'accord? On peut retrouver. Vous pouvez, grâce à l'outil ici, mesurer les longueurs d'onde de façon assez précise en déplaçant. Ok? Et on va voir en fait qu'il existe un lien entre les lumières qui sont émises et la fréquence, donc la fréquence qui est émise de la longueur d'onde, et l'énergie disponible par nos photons. On va appeler des niveaux énergétiques de la matière. Autre chose, on peut obtenir le complémentaire de ce spectre, cette fois-ci en allumant une lampe tout à fait normale, et en faisant passer la lumière de cette lampe à travers un gaz. Le même gaz, donc de l'oxygène par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Le gaz va absorber des longueurs d'onde bien précises, ces longueurs d'onde qui caractérisent le gaz. Donc si j'allume ma lumière blanche, je fais passer cette lumière blanche à travers un gaz, je disperse ma lumière, je devrais obtenir le spectre de la lumière blanche, auquel j'ai soustrait les raies qui caractérisent mon gaz.
Donc, c'est-à-dire que le gaz a absorbé certaines longueurs d'onde. Donc le gaz, c'est de la matière, ce sont des particules d'oxygène ici. Ça veut dire en fait que la matière physique a absorbé des caractéristiques ondulatoires de la lumière qui arrive sur elle. Et donc, c'est des énergies bien particulières. Et on a vu que, d'après les quantums d'énergie, l'énergie était reliée à la longueur d'onde et à la fréquence. Et le but de l'activité, c'est de relier ces raies à la constante de temps et de comprendre pourquoi la matière absorbe ou émet certaines longueurs. D'accord. C'est une application qui est très très bien, qui m'en servait assez souvent dans les très anciens programmes. Là, on va pouvoir s'en servir. Donc, très bon choix. Donc, je pense en fait que vous allez pouvoir faire ça, cette activité expérimentale. Donc, on est quel jour? On est jeudi. Je pense que, ouais, pour lundi. On fait ça pour lundi, tranquillement. Vous la commencez, moi, vous regardez ce que ça donne. Et je vais vous envoyer aussi les QCM. Les QCM, vous aurez plus de temps pour le faire. D'accord? Vous le ferez quand vous voudrez. Mais je vous expliquerai bien comment ça fonctionne. Avec un mail bien détaillé. Je dois avant tout vérifier que ce QCM fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de coquille. Et ce sera une évaluation que je compte. Même si je n'aime pas trop les QCM. Il y aura, comme je disais en début de cours, ne m'inquiétez pas là, ce sera un QCM, mais il n'y a qu'une seule bonne réponse à chaque fois possible. Moi, comme ça, vous êtes sûr de ne pas être piégé. Il y a des questions très simples, ce sera coefficienté, les questions plus difficiles seront un coefficient un peu supérieur. Il n'y a pas de point négatif, et normalement, vous devriez arriver sans problème. Vous pourrez le faire une seule fois. D'accord, j'ai le nom des copies à chaque fois qui tombe, et vous n'avez pas le droit de le refaire. C'est clair et net. Mais je vous donnerai tout le détail, vraiment tout sera détaillé dans le mail que je vais vous envoyer. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions sur le cours et sur ce qu'il faut faire pour lundi? Donc pour lundi, vous faites cette activité qui vous permettre d'interpréter les textes. Sur ce, bon appétit, bon week-end, et on se retrouve lundi. Allez, au revoir tout le monde. Et je mettrai la vidéo